Ah, d'accord. Bon, c'est Non, juste. moi, j'ai préparé les réponses à Là, chaque fois. là, c'est bon. On va garder ça. D'accord. Là, on garde. Alors, attendez juste que je. Il y a des gens qui me demandent le lien, mais c'est sur LinkedIn. Ah, mais il se retire le truc, là, chiant. La caméra, elle saute à chaque fois. Je ne suis même plus là en plus. T'es passé où? Bizarre. Ah, en Bah fait, non, c'est la caméra qui est bizarre. faut peut-être que tu enlèves. Qui saute à chaque fois, tu vois. Bon, écoute, je vais peut-être retirer le fond finalement. Parce que j'ai l'impression que. Ouais, peut-être que c'est lié à ça. Quand je vais retirer le fond, je retire, je remets. C'est bizarre. Il fonctionne une fois sur 12, je trouve que c'est mignon. Vidéo, ah oui, qui change la caméra à chaque fois. C'est pour ça, tu vois. Bon, tant pis, écoute. Après, le fond de la chambre d'hôtel est limite mieux que l'autre fond. Je vais rester là-dessus. Là. Non, mais là, ça peut pas parce que tu as la lumière, tu vois pas forcément ce qu'il y a derrière. Hein. Je vais cacher le lit, ça, je vais mettre au milieu. Parce que c'était ma hantise et j'avais préparé un fond là-dessus, mais bon, écoute. Je suis tombée sur le bureau qui se trouvait en face du lit, quoi. Bon, je vais voir comment ça marche. Ah oui, ce que je vais faire par contre, c'est que je vais mettre en même temps, je vais ouvrir le LinkedIn. Il faut juste qu'ils nous préviennent. Attends. Ouais, excusez-moi. Faut que j'essaie d'aller sur le lien. Je crois qu'il y a un problème. Moi, j'ai reçu ça par Yule, mais en fait, quand je suis passé juste sur l'annonce et j'ai cliqué dessus, il me dit l'organisateur n'a pas encore commencé. Donc, ça se pourrait que le live est lancé, hein, j'ai l'impression. Comment? Le live est lancé. On est en direct. Là. Ah, d'accord. Donc ça, c'est toujours surprenant parce que j'ai l'impression. Hein, parce que là, je suis sur LinkedIn et puis je le vois. Je vais demander à Mohamed. En virtuel. Et vous choisissez celui que vous Non. Une salle de réunion. Appliquez. Ah. Non, il n'est pas joli. Celui-là. Non. Voilà, maintenant je suis dans une salle de réunion, c'est beaucoup mieux. C'est mieux. Ouais. Maintenant, ça a commencé, les amis. Nous avons déjà j'ai l'impression, une trentaine de personnes déjà connectées. Ah. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. En tout cas, moi, je t'entends. Ok, parfait. Ben, écoute, on va commencer. Ça va faire venir les autres. Là, pour moi, il y a une trentaine de personnes, donc on va s'engager. Très bien. Bon, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire organisé par la Chambre africaine de commerce et de services en partenariat avec Sysnaps Data Management Solutions et de la Caisse des mutualistes interprofessionnels du Maroc. Nous évoluons aujourd'hui dans un contexte où les exigences réglementaires au Maroc pour tout ce qui est mutuelle, assurance, s'intensifient de plus en plus.
les mutuelles, caisses de prévoyance, organismes d'assurance doivent désormais concilier deux impératifs majeurs: assurer leur conformité tout en accélérant leur transformation digitale. Au cœur de ce double défi, on trouve un sujet central, ça va être l'objet de notre discussion du jour, c'est la gouvernance des données. Donc ce n'est plus seulement une question de système d'information, mais c'est devenu un levier de transparence vis-à-vis des adhérents et des autorités, un levier également de performance, grâce à des indicateurs KPI fiables pour piloter l'activité, et surtout un vecteur de confiance, de solidarité et d'éthique. Donc on insistera beaucoup sur le volet éthique au service du modèle mutualiste. Les régulateurs bougent, les obligations se renforcent, cela pose une question clé: avec qui construire cette confiance? Comment s'appuyer sur des tiers de confiance capables de sécuriser les données, de garantir la traçabilité, de préparer le terrain à l'usage responsable de l'IA, tout en gardant en tête l'importance de la souveraineté que cela confère? Le digital et la traçabilité ne sont pas une fin en soi, ce sont des moyens de renforcer l'utilité de la protection sociale, d'améliorer les parcours de soins et de réduire les délais de remboursement et de mieux cibler la prévention. Aujourd'hui, nous aurons la chance de bénéficier de l'expertise métier de M. Abdelaziz Alaoui, président de la CNIM, acteur engagé de la mutualité au Maroc et cher collègue de la Chambre africaine, et de la vision Data IA Tech de notre ami partenaire Jawar Alala, CEO de Sysnaps, pionnière de la gouvernance des données, de la conformité au service du secteur assurantiel et mutualiste. L'objectif de cette session est simple: donc clarifier, simplifier et rendre actionnable la gouvernance des données et l'usage de l'IA dans le secteur assurantiel mutualiste, avec un focus particulier sur le contexte marocain. Donc je vous propose, les amis, d'entrer directement dans le vif du sujet. On est désormais 36. Nous allons poser, on va dire, le cadre de ce sujet très intéressant de ce jour. Donc contexte et enjeux. Donc, Monsieur Abdelaziz Alaoui, la première question vous revient pour que vous puissiez nous donner un peu de contexte sur les enjeux au Maroc. Comment, de votre point de vue, les mutuelles vivent-elles la montée en puissance des exigences réglementaires? Et également, est-ce que vous pourriez nous dire, de votre point de vue, quels sont aujourd'hui les principaux irritants ou défis métiers liés à la qualité des données? Oui, bonjour à tous. Heureux d'être parmi vous pour traiter de ces sujets tellement importants, en tout cas pour la mutualité. Comme vous le savez, les mutuelles vivent aujourd'hui une véritable montée en maturité. Vous l'avez dit, les exigences de la CAP, de la CNDP, de la DGSSI, ils sont plus perçus comme de simples contraintes, mais comme un cadre structurant nécessaire. Ce qui change surtout, c'est la rigueur attendue. Traçabilité, qualité des données, sécurité, justification des décisions. Pour une mutuelle qui gère la santé et la vie de milliers d'adhérents, cela signifie renforcer la gouvernance, favoriser la transparence, optimiser les parcours de nos adhérents, fiabiliser nos flux d'échanges internes et externes et moderniser nos pratiques. C'est exigeant, mais c'est aussi une formidable opportunité pour renforcer la confiance et la transparence. Alors, quels sont les irritants? Oui, au Maroc, nous manquons encore cruellement de statistiques fiables sur la santé de nos adhérents, sur les coûts réels des parcours de soins ou sur l'efficacité économique de la solidarité. Or, sans données, pas de pilotage efficace, pas d'équité, pas de gouvernance éclairée. Les irritants sont d'abord la multiplicité des systèmes, l'héritage de processus manuels, des données redondantes ou incomplètes, l'absence de dictionnaire commun. Concrètement, cela se traduit par des retards dans les prestations, des difficultés de reporting, des écarts entre données comptables et opérationnelles, voire même la perte de confiance de l'adhérent. Le défi n'est donc pas logique, c'est d'abord un défi métier et organisationnel avant d'être technologique. Car sans assainissement de nos bases de données de travail, les données, la conformité et l'échange, nous construirons un édifice, je crois, très, très peu solide. Merci beaucoup, Sila. Oui, donc effectivement, il y a les enjeux, on se rend compte que les enjeux sont multiples. Il y a effectivement déjà la qualité des données. Et la qualité des données, c'est un vecteur particulièrement important à partir duquel on veut construire, améliorer son système d'information, améliorer le service
aux adhérents. Je pense que c'est l'enjeu majeur. Il va y avoir à un moment donné aussi un sujet d'interopérabilité, mais on en parlera après. Donc, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'enjeux, tellement de challenges à arriver pour justement, in fine, ce qu'on souhaite, c'est servir du mieux possible les adhérents avec un parcours clair, transparent. Et naturellement, bon, la technologie, la data et l'IA doivent servir à améliorer l'ensemble de ces éléments-là, mais il y a encore pas mal à faire. Et je pense que Madame Javarel va pouvoir justement apporter ses lumières là-dessus. Et parallèlement à ça, ce qui vous rend pas la chose facile, c'est qu'en plus, il y a la pression des régulateurs qui s'ajoute, on va dire, à toute cette complexité. Et donc, on voit bien dans quelle on va dire, complexité et challenge vous êtes aujourd'hui, vous faites face aujourd'hui, mais également, on voit d'un autre point de vue l'ensemble des opportunités que ça apporte pour accompagner l'ensemble de ces acteurs dans tous les challenges que vous nous avez présentés. Jawahar, donc je voulais avoir également ton avis sur un peu ton retour d'expérience, de ton point de vue. Quelles obligations data sont réellement incontournables de ton point de vue? Et également, quelles non-conformités ou lacunes reviennent le plus souvent dans ton expérience terrain? Parce que je pense que tu as énormément travaillé sur ces sujets dans d'autres pays également. Donc, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, apporter ces éléments? Oui, tout à fait. Donc, pour moi, en 2025 et 2026, parce que c'est effectivement ta question, et il y a, pour moi, 4 blocs d'obligations data qui deviennent incontournables pour les mutuelles et les assurances marocaines. D'abord, le socle réglementaire local, donc il faut vraiment déjà être en conformité par rapport à la CAPS. Côté ACAPS, on ne peut plus piloter une mutuelle ou un assureur sans démontrer que les données utilisées pour tarifer, provisionner, rembourser et reporter sont fiables, complètes et traçables. Ça veut dire une gouvernance claire, des contrôles internes, une procédure écrite sur la qualité des données et la production de reporting. Côté CNDP, donc le côté de données personnelles, dès qu'on touche à la donnée de santé, à la donnée adhérent, on est dans le dur. Donc il faut vraiment qu'on ait des traitements déclarés ou autorisés, des bases légales claires, des contrats, obligations légales, des durées de conservation qui sont maîtrisées, des gestions des droits des personnes qui soient mises en œuvre, sécuriser une sécurité contractuelle avec les sous-traitants, faut pas les oublier, et les partenaires étrangers. Et côté DG, SSI, c'est la cybersécurité, donc c'est devenu vraiment le sujet de toute façon maintenant qui est devenu incontournable. On n'est plus, voilà, c'est pas un plus, c'est une obligation. Donc voilà, il faut avoir une PSSI, une gestion des risques, un contrôle d'accès des journaux, des sauvegardes, un plan de reprise d'activité, plan de continuité d'activité, et surtout la capacité à prouver ce qu'on a mis en place. Ensuite, le deuxième point, c'est la qualité et la traçabilité des données qui sont plus optionnelles. Donc justement, si Abdelaziz le disait aussi, on ne peut pas se contenter de dire nos données, elles sont propres. Il faut un dictionnaire de données au minimum sur les grands objets métiers, parce que effectivement, dans le domaine de la gouvernance de données, on parle objet métier. L'objet métier, c'est l'adhérent, le contrat, la prestation, les prestataires. Le sinistre, des règles de qualité explicites, unicité, cohérence, complétude, référentiel et partagé. Donc ça, on les retrouve sur des réglementations telles que l'IFRS 17. Donc c'est vraiment, il en a nommé vraiment des incontournables. Un lineage minimal, parce que de plus en plus maintenant la donnée s'audite. Donc savoir d'où vient la donnée, qui alimente un indicateur réglementaire ou un KPI de pilotage et quelle transformation elle subit. C'est ça qui conditionne la capacité à passer un audit à CAPS, une inspection SNDP ou faire un contrôle interne sérieux. Le troisième bloc, c'est la sécurité des environnements de non-production. Alors nous, on le voit assez souvent, toutes les attaques, toutes les problématiques de fuite, etc., elles sont basées là-dessus. Donc voilà, beaucoup de fuites et d'attaques ne passent pas par la production, mais par les copies de base en dev, en test et en recette. J'en fais des diagnostics et des audits, on voit effectivement ces environnements-là, sur lesquels on ne masque pas les données réelles. Donc pour moi, en 2025-2026, une organisation qui manipule les données santé et sensibles doit cartographier où circulent et où dorment les copies de données, mettre en place du data masking, de l'anonymisation sur les environnements de test, tracer qui accède à quoi. C'est à la fois donc une exigence de la CNPD, du DGSSI et un prérequis pour être assurable en cyber.
Donc voilà, vous voyez, de toute façon, ça reste un incontournable. Enfin, préparer l'IA, parce qu'effectivement, l'IA est maintenant devenue incontournable, et de manière responsable, même si le Maroc n'a pas encore un IA Act comme en Europe, les mutuelles et les assureurs qui se lancent dans l'IA, scoring, lutte contre la fraude, assistant conversationnel, tri de dossier, par exemple, vont devoir documenter les jeux de données d'entraînement et leurs billets potentiels. Donc, c'est vraiment assurer la traçabilité, garder l'humain dans la boucle et les décisions sensibles, et surtout ne jamais débrancher la CNDP. C'est de toute façon l'IA sans data, il n'y a pas d'IA. Donc voilà, et puis garbage in, garbage out, on le dit souvent. Voilà, il faut vraiment la CNDP et la DGSSI doivent rester donc aux manettes de ces projets en amont. Et voilà, on a déjà effectivement ces réglementations existantes, faut vraiment les solidifier. Voilà, c'est ce que je dois résumer, c'est vraiment ça, c'est être conforme à la CAPS, la CNDP, le DGSSI. C'est pas la peine d'aller chercher trop loin, et industrialiser la qualité, la sécurité et la traçabilité. Et pour te donner donc honnêtement sur le terrain, alors on voit toujours les mêmes familles de non-conformité. Ce n'est pas un manque de bonne volonté, au contraire, c'est surtout de la dette technique, vraiment, et la dette aussi d'organisation. Parce qu'en gros, on n'a pas vraiment de comité, de comitologie autour de tout ça. Donc, côté CNDP, données personnelles, des traitements pas ou mal déclarés, des bases légales floues, une conservation non maîtrisée des données. Donc ça, c'est aussi important, la gestion des historiques. On a aussi pour la sécurité des PSSI qui sont sur le papier, mais pas vraiment déclinés sur les projets ni connus par les équipes métiers. Tu as des environnements de non-production, donc ça je l'ai déjà dit, de dev, de tests et de recettes qui sont remplis de données réelles, non masquées, souvent moins protégées que la production. Des habilitations trop larges, beaucoup de profils avec des accès full base, alors compris les prestataires sans principe du moindre privilège ni revue régulière. La journalisation insuffisante, voilà, donc on ne log pas assez, ou trop des fois, et on n'arrive pas à lire. Quota CAPS, c'est la qualité et le pilotage. Vous voyez, on retrouve dans toutes ces organisations des bonnes pratiques qu'il faut juste mettre en place. Mais là, on va retrouver l'absence de dictionnaire de données. C'est dommage. C'est clair sur les objets critiques, l'adhérent, le contrat, la prestation, le prestataire, les sinistres. Il faut les choisir. On n'est pas obligé de tout faire. La qualité, de toute façon, ce n'est pas tout qui doit être mis en qualité. Des règles de qualité implicites. On sait tous qu'un adhérent ne doit pas être dupliqué ou qu'un contrat doit avoir un statut cohérent, mais ce n'est ni formalisé ni contrôlé automatiquement. Des reportings réglementaires ou métiers reconstruits à la main dans Excel. Alors ça, c'est compliqué parce que finalement, on n'arrive pas à avoir vraiment la traçabilité qui va bien à partir de multiples extractions sans traçabilité fine de transformation. Très peu de lineage. Donc ça, c'est un vrai sujet, même en France, où maintenant les organismes poussent à ce qu'il y ait un lineage. Le lineage, ça va être vraiment le nouveau outil de l'expert comptable. C'est lui qui va pouvoir, à travers du lineage, pouvoir auditer finalement cette nouvelle comptabilité de l'information et de la data. Voilà. Et donc la CAPS où l'audit demande d'où vient cet indicateur, on sait répondre fonctionnellement, mais difficilement prouver techniquement le chemin de la donnée. Et côté gouvernance et IA, une fonction data souvent diffuse, pas de chief data officer clairement mandaté, ou bien le rôle est rattaché à un DSI sans pouvoir embarquer les métiers, et des projets IA Analytics qui sont plutôt montés en mode opportunité. Peu de cadres sur la qualité des données utilisées, peu de documentation sur les modèles et leurs limites, et puis pas d'analyse d'impact formelle sur les usages sensibles, données de santé, scoring fraude. Voilà, donc si je dois répondre vraiment, je vous ai vraiment dressé le portrait de tout ce qui se passe, mais c'est vraiment les contraintes qu'on peut rencontrer, quoi. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver l'ensemble de ces contraintes-là dans d'autres secteurs, notamment le secteur financier, le secteur bancaire, que vous connaissez tous les deux très bien. Tout ce que vous disiez sur la redondance des données qui est non maîtrisée, effectivement des environnements qui sont pas sous contrôle, et on va retrouver des données clients, parce qu'en plus là on traite de données de santé, donc c'est d'autant plus sensible. Donc quand ils se retrouvent sur des environnements qui sont pas des environnements de production, qui sont un peu laissés à l'abandon, mais pas sécurisés, donc il y a en plus de ça des risques de cybersécurité qui sont assez importants, et c'est un sujet d'actualité malheureusement. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que il y a tout un travail amont à faire dans ce que tu dis, c'est-à-dire que déjà on peut déjà travailler sur un dictionnaire des données partagé et clair dans un premier temps,
assainir les données, les fiabiliser. C'est aussi un chantier qui peut être mené. Après, je pense même que dans cet exercice, l'IA peut servir. Il y a des agents IA qui peuvent servir à contrôler la redondance des données, la cohérence des données et aider justement à ce travail de fiabilisation et d'assainissement qui est assez long. L'organisation et la gouvernance à mettre en place en amont pour venir justement asseoir un projet de modernisation, de transformation digitale. Il faudrait préparer déjà, on va dire, toute cette organisation, cette gouvernance. Eh bien, en tout cas, ça fera une bonne transition pour la suite, parce qu'on va discuter de choses un peu plus opérationnelles et justement pour savoir qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour réellement sécuriser la conformité, installer une gouvernance durable. Si Abdelaziz, qu'attend un organisme mutualiste d'une gouvernance des données modernes? Et de ton point de vue, quel impact concret une donnée plus fiable assure-t-elle le service rendu à l'adhérent? Oui, c'est une question effectivement métier très très importante pour nous. Qu'est-ce qu'on attend d'une gouvernance des données modernes? Eh bien, le digital pour nous touche directement la vie de nos adhérents, pas seulement les systèmes informatiques. Alors, nous avons d'abord le parcours de l'adhérent. Cette gestion ce digital nous permet de réduire les délais d'attente et de renforcer la satisfaction et améliorer la confiance. C'est notre objectif vis-à-vis de nos adhérents. Ensuite, en ce qui concerne les statistiques et le pilotage, la question rhétorique aujourd'hui qui se pose, c'est combien d'adhérents, par exemple, interrompent leur traitement pour des raisons financières. Avec une meilleure gouvernance des données, eh bien, on pourrait enfin y répondre. Et ça, c'est très, très important. Et puis, sur le volet prévention et solidarité, l'analyse des données permet d'identifier les cas à risque, les maladies chroniques, les arrêts longs, et puis d'orienter des actions de prévention au bénéfice de toute la collectivité. En plus, 3 principes de base définissent pour moi en tout cas, une data forte. D'abord, la lisibilité pour savoir quelles données nous avons et dans quel état. Deuxièmement, la maîtrise pour pouvoir expliquer, tracer et sécuriser ce que nous faisons. Et troisièmement, l'utilité, c'est-à-dire une gouvernance qui aide réellement les métiers. La gestion, la comptabilité, la prévention, le pilotage en général. Nous ne voulons pas un dispositif bureaucratique, nous voulons une gouvernance vivante, proche du terrain et créatrice de valeur. Alors, tu me demandes quel impact concret une donnée plus fiable a-t-elle sur le service rendu à l'adhérent? Eh bien, une donnée fiable, elle transforme l'expérience de l'adhérent. Moins d'erreurs sur les droits et les prestations, des remboursements beaucoup plus rapides, une meilleure prévention, car nous identifions, je l'ai dit, mieux les risques, et surtout une relation plus juste et plus transparente. La qualité de la donnée devient un facteur d'équité dans l'accès aux soins. Voilà ce que je peux te dire sur l'aspect métier, si tu veux, de l'importance de la gestion de la donnée au niveau des mutuelles. Je te remercie. En tout cas, c'est très concret. On se rend compte que toutes ces problématiques ne sont pas des gadgets. Que l'objectif, in fine, c'est de servir le mieux possible l'assuré dans ses parcours de soins, dans les différents parcours de services pour justement, comme tu le disais, améliorer les remboursements, améliorer les services rendus, que tout ceci doit venir de manière concrète, améliorer le quotidien d'un assuré. Et du coup, pour continuer dans cette vision, Jawar, tu parlais précédemment de l'importance d'un dictionnaire. Et tu évoquais l'importance d'avoir un dictionnaire structuré, au moins sur certains volets, que ce soit pour les contrats, que ce soit pour l'assuré, etc. De ton point de vue, quelles règles qualité et preuves d'audit, comment structurer, on va dire, un dictionnaire des règles qualité et des preuves d'audit sans complexifier le SI, c'est-à-dire que dans l'état actuel des choses, qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer sans avoir à engager des chantiers importants ou non. Et enfin, quel indicateur de ton point de vue te permettrait de dire que voilà, les données qu'un établissement d'assurance ont des données prêtes
pour l'audit est prête pour justement engager et passer à l'étape suivante de digitalisation, de faire appel à des outils, à de l'IA pour venir améliorer le niveau de service qu'espère Sir Abdelaziz pour l'ensemble des acteurs du Maroc. Alors déjà, c'est sans complexifier le SI qui est déjà complexe. Déjà ta question. Donc bon, la clé, c'est vraiment structurer tout ça comme donc une fine couche de métadonnées. Donc les métadonnées, c'est vraiment quelque chose de très important donc autour du SI. C'est ce qui fait parler les données. Donc pas comme donc un gros projet informatique. Le dictionnaire, en fait, il y a la notion de glossaire qui est vraiment la partie métier et la partie dictionnaire qui est la partie technique. Mais les deux, finalement, ça permet d'avoir un cerveau commun. Voilà, vraiment créer ce cerveau commun et surtout pas créer une usine à gaz, vouloir tout intégrer dans ce glossaire ou dans ce dictionnaire. Donc on ne part pas de la technique, on part du métier, ça c'est super important. On découpe par domaine métier, donc toujours l'adhérent, le contrat, les prestations, etc., les sinistres. Et pour chaque objet métier, on documente seulement les champs qui sont critiques. Donc le nom du champ métier, la date d'effet du contrat, le nom technique, table, colonne, oracle ou autre, des définitions fonctionnelles, les propriétaires métier qui est responsable, qui est aussi le data steward, donc la personne qui va pouvoir s'occuper de faire le lien entre le métier et la partie technique. Sensibilité, donc très important, on en parlait tout à l'heure, les données de santé, donc avoir une visibilité sur la typologie de données de santé, personnelles, simples données de gestion, puis la réglementation, donc savoir effectivement pouvoir associer ça pour qu'on puisse effectivement répondre sainement à la SNDP et à la CAPS. On peut commencer par un simple tableau structuré. Voilà, donc l'idée effectivement ce serait aussi d'avoir d'outiller, c'est quand même mieux, surtout quand effectivement on est une mutuelle ou une assurance, donc un seul dictionnaire partagé, pas 12 fichiers Excel, parce que sinon ça peut venir en vrai une usine à gaz, et puis de toute façon en termes de maintenabilité ça devient difficile. Des règles de qualité qui sont attachées au dictionnaire, pas cachées dans un autre programme ou dans un autre endroit, on ne peut pas complexifier le SI, on sort les règles de la tête des gens et des traitements et on les rend déclaratifs. Il faut vraiment derrière que ce soit documenté, ça devient donc un incontournable. Et pour chaque champ important du dictionnaire, on ajoute quelques colonnes, le type de contrôle, complétude, unicité, cohérence, validité, fraîcheur, ça c'est vraiment les incontournables. L'expression de la règle, un langage métier, donc un adhérent actif doit avoir une date de naissance renseignée. Vraiment, c'est vraiment un langage naturel, ça tombe bien, comme tu disais tout à l'heure pour l'intelligence artificielle. Ça peut aider, des fois, effectivement, on peut s'aider pour effectivement sortir à partir d'une structuration qu'on a, ce type de choses. Un contrat ne peut pas être à la fois résilié et en cours, là, c'est aberrant. Il faut des seuils de tolérance parce que on n'est pas dans les zéro erreur, on peut admettre les 2% et les 5%, le temps de s'améliorer parce qu'on sait que le fichier qu'on a ou la qualité n'est pas encore à maturité. La criticité, il faut définir ses bloquants majeurs, mineurs, donc si on met un warning tout simplement, voilà, mais c'est important d'avoir ce type d'indicateurs. On va faire une remédiation en fonction effectivement de ces indicateurs de criticité. La fréquence de contrôle, donc voilà, il faut le définir, donc à chaque charge quotidien, mensuel. Ensuite, ces règles sont jouées automatiquement, idéalement donc par un outil et directement parce qu'effectivement on le voit dans les assurances, c'est beaucoup de règles. Il faut savoir, ça se fait des fois au niveau du champ, au niveau de l'objet, au niveau de pas mal de choses. Donc malheureusement, c'est des choses qu'on va pas pouvoir faire manuellement. Donc on peut l'automatiser via le système d'information, mais il faut aussi un outil de data profiling et de data quality directement. Voilà, l'idée c'est de faire directement au plus près des bases existantes aussi, sans réécrire tout le flux, comme je le disais. On ne rajoute pas une couche. On vient aller chercher les informations là où elles vont bien. Si elles existent déjà dans le système, on les log dans une base de qualité. Sinon, effectivement, il y a un traitement qui permet de centraliser l'ensemble. Les preuves d'audit aussi, produire des logs, pas des romans non plus. Personne ne les lit. Donc, l'idée, c'est pas de rédiger des rapports de 200 pages. Il y en a qui adorent faire ça et surtout l'IA maintenant est très verbeuse et donc mais personne ne lit. Donc, il faut vraiment avoir des indicateurs qui soient les plus pertinents. Donc, qui a contrôlé quoi, quand et surtout avec quels résultats. Voilà, concrètement, chaque campagne de contrôle qualité doit générer un rapport synthétique, un fichier détaillé. Chaque évolution du dictionnaire et d'une règle est versionnée. Qui a modifié quelle règle, depuis quelle date est-elle en vigueur. Et tout est déposé dans un référentiel unique de preuves. Voilà. Et comment ne pas complexifier le SI? Alors là, je le résumerai ainsi, on ne touche pas aux applications cœur au départ, on travaille en surplomb sur la compréhension des données et les contrôles. Donc ça, effectivement, ça fait très vite. On peut pouvoir générer automatiquement des dictionnaires, comme tu le disais, avec de l'IA.
mettre automatiquement de la sémantique, focaliser plus précisément. Voilà, faut commencer petit. Donc, on va pas tout faire. On va prendre un domaine en particulier, la prestation santé, peut-être une poignée de champs clés, quelques règles à fort impact. Donc, on vraiment choisit ce qui est vraiment critique. On outille ce qu'on fait déjà, au lieu d'avoir des contrôles à la main dans Excel, etc. Donc là, l'idée, c'est de reprendre ce qui est déjà fait et de s'assurer de l'automatiser et de s'assurer que c'est validé. Parce que moi, j'ai vu aussi des DSI construire des snowflakes à eux tout seuls et puis ils sont tout contents de la technologie. Et au final, comme ils n'ont jamais revalidé avec le métier a vu finalement que c'était pas la véracité n'était pas au rendez-vous et donc ils ont continué à utiliser leur Access, leur fichier Excel et toute cette belle mécanique qui avait été montée pour pas grand-chose. Donc c'est vraiment important de se dire déjà on prend ce qui existe déjà, on s'assure que ça marche bien et ensuite après petit à petit on grossit sur ces éléments-là. Donc au lieu d'avoir des définitions de données aussi perdues dans des PowerPoint, on les centralise dans les dictionnaires uniques, ça c'est super important, parce que vous parlez le même langage, sinon ça peut devenir vite compliqué. Surtout, on fait de ce dictionnaire et de ces règles un outil pour les métiers, pas juste un livrable pour l'IT. C'est vraiment maintenant ces pensées métiers, et le métier a la capacité de voir la qualité des données avec un langage naturel. Voilà. Et puis, quels indicateurs? Alors, très rapidement, la gouvernance et la documentation, les taux de couverture du dictionnaire de données. Voilà. L'idée, c'est de se dire que 90% des données du périmètre réglementaire doivent être définies. Donc, c'est vraiment le pourcentage des champs critiques. La cartographie des traitements et la conformité CNDP, je reviens vraiment là-dessus, mais effectivement, il faut que 100% des traitements contenant des données de santé ou sensibles soient effectivement traités réellement. Donc, on va un pourcentage de traitement réellement existant. La qualité des données, c'est couverture des règles de qualité, taux de conformité aux règles de qualité, backlog d'anomalies et délais de résolution, parce que le nombre d'anomalies ouvertes et fermées et les délais moyens de traitement par type d'adhérent contrat. L'idée, c'est de montrer que les anomalies ne stagnent pas et qu'il y a un vrai processus de remédiation. La stabilité des indicateurs dans le temps, les auditeurs n'aiment pas voir des tendances qui s'améliorent et restent maîtrisées. Enfin, eux, ce qu'ils veulent, ils veulent voir justement des tendances qui s'améliorent, je m'embrouille, ou restent maîtrisées. Ils veulent pas le yo-yo. Voilà, le principe du yo-yo. Voilà, la sécurité aussi, il faut penser au RSSI, et la cybersécurité, protection des environnements, 100% des données de santé sensibles. Donc là, on reparle des devs, des tests et des recettes. La revue de l'habilitation, les pourcentages de comptes revus dans les 12 derniers mois, la couverture de la journalisation aussi également. Donc, il faut vraiment des logs qui soient vraiment accessibles et la capacité de lineage sur un échantillon, donc sur un échantillon d'indicateurs AXAP, contrôle interne visé 100%. Quoi. Voilà, c'est plein de petits éléments comme ça, structurés. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais ça a été très clair. Et en tout cas, ce que je retiendrai parmi, parce que là, effectivement, tu as listé pas mal d'actions qu'on pourrait être en mesure de faire, entre guillemets, à très court terme, des chantiers qu'on pourrait engager dans l'état actuel des choses sans avoir à partir dans des chantiers importants de transformation SI. Et ça, c'est également important parce que j'imagine que dans tous les acteurs qu'il y a au Maroc, ils ne sont pas tous sur le même niveau de modernisation de leur SI, mais qu'il y a quand même malgré tout un effort à faire dans l'état actuel des choses pour atteindre au moins cet objectif, pour avoir, comme on l'a dit, des données prêtes à l'audit, des données prêtes à améliorer le système d'information et pour une meilleure digitalisation. Et là, va venir l'IA et va venir justement améliorer l'ensemble des choses que nous avons évoquées précédemment. Et ce qui est également aussi important, c'est que il y a tout un travail à faire dans l'audit, donc dire la piste d'audit, pour justement avoir une bonne traçabilité. Et ça aussi, c'est clé, c'est des choses qui peuvent être mises en place, quel que soit le niveau, on va dire, de modernisation des SI, c'est des choses que peut engager assez vite. Justement, pour continuer sur des cas, on va dire, très concrets, je voulais savoir ton point de vue, Sir Abdelaziz, si toutefois on devait, tu as déjà commencé à répondre au point précédemment, mais si on devait engager des chantiers importants en utilisant des cas d'usage data IA, quels seraient pour toi les chantiers les plus prioritaires ou les plus impactants de ton point de vue, parmi la lutte contre la fraude, tout ce qui est gestion des sinistres et des réclamations,
toute la partie prévention santé et enfin l'engagement et la satisfaction des adhérents. Tu as commencé à répondre tout à l'heure à la question, mais là, je la repose. Je pense que c'est important parce que, comme on l'a vu, les challenges sont nombreux. Mais si, pour toi, il y avait un chantier prioritaire sur lequel on devrait s'engager, quel serait-il parmi ceux que je viens de t'évoquer? Et enfin, comment tu perçois l'arrivée de l'IA dans les processus mutualistes? Est-ce que pour toi, tu le vois plus comme une opportunité ou tu as l'impression que ça va rajouter de la complexité à une situation qui est peut-être déjà un peu complexe? Oui, merci pour cette question. Écoute, tous les chantiers que tu viens de citer sont pertinents, hein, mais si je devais les prioriser, je commencerai d'abord par la prévention en santé, parce qu'elle réduit la sinistralité et elle améliore la santé publique. Ça, je crois que c'est une priorité. Ensuite, ça sera la fraude, car chaque dirham, hein, qui évite la fraude ne peut être que réinvesti dans la solidarité. Ensuite, et en dernier lieu, je dirais l'engagement adhérent pour réduire les résiliations et améliorer la confiance. Donc, ce sont les trois chantiers que je donnerai en priorité. La donnée n'est pas seulement un levier de performance économique, c'est un levier de protection sociale. D'accord? Alors, en ce qui concerne l'intelligence artificielle et son arrivée, écoute, l'IA pour moi est une véritable opportunité à condition de la maîtriser d'une manière très, très solide. Je crois que c'est une très, très grande opportunité qu'il va falloir quand même intégrer. Si elle s'appuie sur des données mal gouvernées, elle devient un risque. Déjà. Mais si elle s'appuie sur des données fiables, comme on vient de le voir, et un cadre clair, éthique et responsable, elle peut accélérer le traitement des dossiers, améliorer la prévention, détecter la fraude et personnaliser les services. Nous devons avancer avec prudence, mais sans retard. Je pense qu'il ne faut pas avoir de retard parce que là, il ne faut pas qu'on soit dépassé. L'IA n'est pas seulement une exigence technique pour moi, hein, c'est une obligation sociale et solidaire. En tant que mutualiste, nous avons la responsabilité de l'assumer pour que chaque donnée serve à améliorer la vie, la santé et le parcours de nos adhérents. Voilà comment je perçois l'IA et comment je perçois la nécessité de l'adopter le plus rapidement possible tout en essayant de la maîtriser. Je te remercie. Et effectivement, bon, je vais faire un parallèle. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA. Certes, ça peut faire peur, hein, qu'on ne maîtrise pas le sujet. Comme il y a un certain nombre d'années, on parlait du digital un peu à tort et à travers. Donc, les gens savaient qu'ils devaient y aller, mais ils ne savaient pas par où prendre les choses et avec qui s'entourer. Sur l'IA, c'est d'autant plus vrai parce qu'aujourd'hui, on voit l'IA, ce qu'elle peut faire d'un point de vue positif. On voit également les dérives et on perçoit également l'importance de s'entourer de tiers de confiance et l'importance d'un système souverain pour justement avoir la maîtrise et le contrôle du traitement des données qui en est fait, du résultat, et puis aussi arriver à comprendre aussi ce que fait l'IA de manière très concrète. Ça doit être un outil très transparent qui soit mis à la disposition des différents acteurs, mutualistes, assurances, etc., et des différentes DSI, pour qu'on puisse utiliser, on va dire, ces outils de manière en étant le plus rassuré possible. Et enfin, il y a un élément également qui est très important, c'est tout ce qui est cybersécurité et fraude. Donc, on ouvre de nouvelles portes. Ça veut dire que d'un autre côté, on doit se doter d'outils nécessaires à sécuriser et se blinder encore plus. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vu, hein, dès lors qu'on a un SI, dès lors qu'on ouvre la moindre porte, c'est d'autant de risques que nous prenons. Et ça l'est encore plus avec l'IA. Donc, là, je dirais la souveraineté est particulièrement importante et aussi avoir une traçabilité, une transparence dans le traitement et dans l'usage qui en est fait. Jawher, toi qui es une actrice de la tech, comment toi tu garantirais une IA explicable et conforme dans le cadre des challenges des acteurs du secteur au Maroc? Après, effectivement, je rejoins complètement ce que dit Monsieur Si Abdelaziz, hein, c'est que vraiment, effectivement, c'est cette notion de data et de gouvernance.
Et je vais encore réenfoncer un clou, hein, parce que bon, aujourd'hui au Maroc, même s'il n'y a pas encore de loi IA dédiée, une IA dans l'assurance ou la mutualité doit déjà respecter les 3 piliers. Donc je vous dis, hein, je réenfonce le clou, hein, la CNDP, les données personnelles. Il faut savoir que par exemple l'affaire Zayn, hein, effectivement, si Zayn avait été finalement français, finalement, est-ce que quelque part les données à caractère personnel, le traitement, etc., ça aurait peut-être fait la différence par rapport à répondre justement à OpenAI par rapport effectivement à la réponse qui a poussé un petit peu ce jeune à se suicider. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment les 3 piliers, c'est vraiment et le clou, hein, c'est vraiment les données personnelles, la sécurité, la qualité et la traçabilité des données qui servent donc au pilotage. Donc l'explicabilité, ce n'est pas, c'est vraiment pas un luxe, hein, c'est une condition de conformité et de confiance. Donc je vois 5 grands principes, hein, très concrets pour garantir une IA explicable et conforme. Donc partir du cas d'usage et du niveau de risque. On ne traite pas en plus de la même façon un assistant interne qui aide les gestionnaires à rédiger un courrier, un outil de scoring qui détecte la fraude. Hein. C'est vraiment des technologies en plus qui sont vraiment différentes, et donc entre l'IA Gen et l'IA traditionnelle, ou un dispositif qui influence les décisions de prise en charge santé. Pour chaque cas d'usage, il faut qualifier le risque pour l'adhérence, santé, exclusion, discrimination, décider si l'IA est un outil d'aide ou elle prend une part de décision, et adapter un niveau de contrôle, de traçabilité et de revue humaine. Il faut aussi donc encadrer les données avant même de parler du modèle. Une IA n'est jamais meilleure que les données qu'on lui donne. Voilà, donc dans le contexte marocain, ça veut dire cartographier les sources utilisées, si SI de gestion, data warehouse, fichiers externes, etc. Appliquer les principes du CNPD, minimisation, pseudonymisation, anonymisation, ou respect des durées de conservation, documenter les jeux de données d'entraînement et de test, donc origine, période, représentativité, âge, genre, etc. Vous voyez, évidemment, c'est vraiment d'avoir cette visibilité. On sait, par exemple, quand on veut vectoriser une donnée pour que l'IA puisse répondre plus facilement, il faut savoir que dans les bases de données vectorisées, on garde tous ces champs-là pour pouvoir donner lieu à explicabilité. Donc, vous voyez, on peut pas créer que des environnements vectorisés. Il faut qu'on soit capable finalement d'ouvrir le capot de la machine pour pouvoir regarder de quoi il en tourne. Donc, même si ce n'est pas encore formalisé comme en Europe, quels risques pour la vie privée, quelles mesures pour les réduire? Il faut quand même se poser ces questions-là. Donc, concevoir une IA qui est explicable par design, pas une boîte noire. Il faut vraiment que ce soit vraiment un leitmotiv. Hein. C'est important, surtout dans le secteur mutualiste et des assurances, hein, parce qu'on traite de l'humain. Donc, contrairement pour un gestionnaire, un adhérent ou un régulateur, ils comprennent éviter pour des décisions sensibles les modèles totalement opaques. Si un modèle plus simple, explicable, fait presque aussi bien. Alors, des fois, ça sert à rien d'aller chercher la Rolls-Royce. Hein. Coupler le modèle avec des règles métiers explicites. Et puis, par exemple, l'IA signale un dossier à risque, mais on affiche signaler car dépassement du plafond de 12 mois, nombre d'actes inhabituels pour cette pathologie. Donc, ce qu'il faut, c'est que quand on crée même un prompt ou quoi que ce soit avec une IA générative, hein, pour le gestionnaire, il faut que derrière, par défaut, il faut lui demander d'expliquer pourquoi. Donc ça, maintenant, de plus en plus, parce que des fois, on ne sait pas expliquer une réponse, eh bien, on le demande en même temps que la réponse d'avoir l'explication qui va bien. Donc ça, c'est important, il faut systématiquement penser à le faire. Journaliser les variables clés qui ont conduit à une alerte ou une recommandation. Pour la générative, s'appuyer sur le moteur de recherche interne et surtout le type RAG. On le sait, hein, tous, hein, l'IA générative hallucine. Donc, voilà. Donc, les technologies qui existent, les RAG, qui ne répondent que à partir des documents référencés, datés et cités dans la réponse. Donc, la source doit être visible. L'explicabilité, ce n'est pas tout dévoiler du modèle mathématique, c'est être capable d'expliquer en langage simple. Donc, pourquoi cette alerte? Pourquoi cette recommandation? Sur quelle information? Donc, mettre en place aussi une gouvernance IA,
pas de projet IA sauvage. Donc ça, c'est vraiment, même si on se dit on veut expérimenter, hein, on est déjà dans une expérimentation mondiale avec OpenAI, mais bon, on va dire qu'à notre niveau, on va peut-être éviter cette expérimentation. Voilà, donc pour moi, c'est indispensable un comité data IA qui réunit au minimum le métier, la DSI, la sécurité, etc. Et, donc sur les sujets, si possible, aussi le contrôle interne. Une charte IA responsable, il faut vraiment l'écrire, hein, adaptée au contexte marocain, pas de scoring opaque sur la santé sans contrôle humain, pas d'entraînement sauvage de modèles sur les données adhérents et pas de décision 100% automatique sur les droits fondamentaux. Voilà, donc un registre de cas d'usage IA qui fait quoi, avec quelles données, quel modèle, quelle finalité et qui est responsable. Et surtout, validation formelle des cas d'usage les plus sensibles, santé, exclusion, tarification et résiliation. Et puis garder l'humain, donc ça c'est vraiment la dernière partie, puis vraiment si je dois donner vraiment mon truc, c'est garder l'humain dans la boucle et prouver ce qu'on fait. Parce qu'en gros, faut avoir un esprit critique, hein, la machine peut se tromper. Même si on met des RAG, etc. Et dans un contexte mutualisé et en plus assurantiel au Maroc, comme ailleurs, les décisions qui touchent à la santé, à la prise en charge ou à l'exclusion doivent rester décidées par un humain. L'IA propose, le gestionnaire décide et assume. L'adhérent, donc voilà, il ne faut pas qu'il devienne passif non plus, attention. Hein, donc vraiment, il y a vraiment une acculturation à faire aux gestionnaires pour que derrière, ils ne prennent pas pour argent comptant ce qu'il y a. Donc vraiment que l'idée, c'est que s'il en fait moins, c'est tant mieux, mais il faut qu'il ait vraiment un esprit critique. Et l'adhérent doit pouvoir obtenir une explication compréhensible. Sur quel élément mon dossier a été jugé à risque ou refusé. Voilà, tout doit être journalisé, version du modèle, données utilisées, date, heure, qui a validé la décision, quelle correction a été apportée. Voilà, c'est là où les outils, comme des outils effectivement qui traitent de la préparation de la donnée, de la qualité du lineage, de la preuve, etc. Ils peuvent permettre justement ensuite à brancher des briques IA qui soient effectivement plus traçables. Voilà. Je te remercie. Là aussi, c'est très important. Tu as intégré un élément technique qui est important, c'est le RAG. Hein. Tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est, mais ça permet d'avoir justement des IA qui ne délirent pas. Parce qu'on le voit dans notre quotidien, hein, quand on utilise OpenAI et qu'on prend ça comme argent comptant, je pense qu'on peut être assez surpris parfois des réponses. Et les RAG, c'est pas 100% fiable, mais en tout cas, ça permet de limiter les sources d'erreur. Hein. C'est bien ça, Joël. Et tu le disais, même en rajoutant des RAG, il y a quand même malgré tout un risque d'erreur, et c'est pour ça que l'humain, tu l'as dit, hein, l'humain au cœur de cette transformation, l'humain au cœur de cette mutation avec une vraie gouvernance, des vraies responsabilités, ça devient un outil d'aide à la décision et non pas une finalité en soi, en tout cas pour les usages internes, une comitologie dédiée, des personnes qui sont responsables on va dire, du traitement de l'IA sur l'ensemble de la chaîne de valeur, une comitologie. Et bien sûr, hein, entre guillemets, je veux dire comme ça, un contre-pouvoir, c'est-à-dire qu'on est toujours tout ce qui est service conformité, audit, risque, qui vont venir s'assurer que l'ensemble de son usage, de son exécution sont fiables et sont cohérentes. Tu voulais rajouter quelque chose peut-être, Jawad? Tu m'avais pas te poser une question sur le cas d'usage qui présente le meilleur ROI. Hein. Je sais pas si tu m'as posé cette question. Volontairement comme. D'accord, ok. D'accord. Non, parce que comme effectivement, si Abdelaziz avait effectivement parlé de cas, voilà. Donc effectivement. On va y venir parce que c'est aussi important le sujet ROI, mais lorsqu'on en parlait, on disait que c'était peut-être un peu tôt pour le mesurer ou l'évaluer. Mais en tout cas, c'est un sujet également très important. Je pense qu'on sera en mesure d'y revenir. Je voulais qu'on parle un peu d'interopérabilité. Donc c'est aussi un sujet très important. On en parle de plus en plus. Je ne sais pas si il y a des chantiers qui sont réellement engagés au Maroc. C'est peut-être aussi un vecteur d'accélération et d'alignement de l'ensemble des acteurs et de l'écosystème. C'est vrai que le régulateur, c'est une chose. Ça apporte un certain nombre ça met une certaine forme de pression ou ça amène, on va dire, un certain nombre d'actions pour qu'on puisse être cohérent et efficace dans le traitement de cette activité. Mais un projet d'interopérabilité impose de fait un certain nombre d'exigences et un alignement de ces exigences sur tout l'écosystème. Et un vrai projet de ce type, bon après, ça ira dans le sens de ce que disait Abdelaziz, c'est que la finalité, c'est de servir au mieux les assurés, les adhérents.
Et s'il y a juste une patte qui s'améliore et tout le reste est à la traîne, on va avoir une expérience limitée. Et donc, si on en parle rapidement, je voulais savoir, de ton point de vue, Abdelaziz, quels sont les défis d'interopérabilité métier entre mutuelles, régimes obligataires et prestataires que tu vois. Et donc, si on pouvait déjà répondre à ce point-là, et puis savoir s'il y a des projets qui sont engagés, ou si on a de la visibilité sur ce qui pourrait être fait sur le marché, et toi, quel serait ton souhait autour de ce sujet d'interopérabilité? Alors, si c'est un sujet qui est préparé ou un projet, je n'en sais strictement rien. Par contre, ce que je peux dire, c'est que il y a effectivement des défis. Et le premier est celui des référentiels, déjà. Il se trouve que nous ne parlons pas toujours le même langage métier. Voilà. Et ça, c'est vraiment important entre les mutuelles complémentaires, les régimes obligatoires et les prestataires. C'est pas toujours le même référentiel. Et il va falloir quand même, comme préalable, que ces référentiels soient connus de tous et utilisés par tous. Le deuxième défi, c'est aussi la qualité des flux. Souvent, ces flux sont hétérogènes ou incomplets. Le troisième, c'est la synchronisation des données entre acteurs publics, privés et prestataires de soins. Nous manquons de normes pour gérer au mieux ces données et les échanger. Donc, si c'est un projet et un sujet à traiter, il faut absolument tenir compte et préparer des normes pour gérer au mieux les données et les échanger. Donc, pour moi, l'interopérabilité n'est pas simplement un enjeu technique, elle est au cœur de la réforme de la protection sociale. Je donne un exemple. Le dossier médical partagé, il est important. Alors, comment le partager, etc. C'est un projet en cours. Mais si on n'a pas, si vous voulez, un dossier médical partagé avec des normes maîtrisées, on ne peut pas avoir une interopérabilité, en tout cas, efficace. Je te remercie. Il y avait une question aussi qui est particulièrement intéressante. J'imagine comme dans le secteur bancaire, il y a un sujet également d'inclusion sociale. Pas certain que, évidemment, il y a une partie de la population qui n'est pas assurée, qui n'est pas couverte. Je te pose cette question malgré tout, même si on manque un peu de temps. C'est vrai on pourrait faire plusieurs épisodes autour de ce sujet, mais sur le volet, si on devait parler d'inclusion sociale, est-ce que l'ensemble des challenges dont on vient de parler, l'ensemble des transformations qu'on souhaite mener, l'IA, est-ce que de ton point de vue, à court moyen terme, disons, est-ce que ça aurait un impact positif en matière d'inclusion sociale? Très certainement. Tu sais, une gouvernance robuste, elle permet beaucoup de choses. D'abord, on va mieux identifier les populations vulnérables. C'est très important. On peut cibler les actions de prévention. On peut assurer la transparence des droits. On peut éviter les ruptures dans les parcours de soins. C'est un vecteur d'équité dans le processus de protection sociale. Une donnée fiable est un outil de justice sociale. Je dirais que c'est un outil de justice sociale. Voilà. Voilà la gouvernance des données. Comment est-ce qu'elle peut nous procurer tellement d'atouts pour que cet outil-là soit un outil de justice sociale. Je te remercie. Et c'est effectivement particulièrement important. C'est-à-dire que là encore, on voit tout de suite l'impact majeur que ça pourrait avoir sur les adhérents et puis surtout ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir bénéficier de ces services. Si on revient sur le sujet d'interopérabilité, Jawahar, de ton point de vue par expérience, quelles sont les conditions techniques pour garantir des échanges fiables et sécurisés? Et une deuxième question subsidiaire, comment Synapse, avec notamment Data Recycling, peut-elle renforcer la qualité, la traçabilité et les preuves d'audit et de conformité dans ces flux interopérables? C'est en gros, comment vous voyez les choses de haut de votre expérience et puis des outils, des moyens dont vous disposez aujourd'hui? Alors, en fin de compte,
je renfonce mon clou, mais la DGSSI, effectivement, avec les PSSI, les exigences de chiffrement, etc., les PSSI sont souvent construites autour de standards comme la norme ISO 27001, 27701, qui traite aussi des données à caractère personnel. Donc, je pense que déjà, pour moi, il ne faut pas penser qu'effectivement, les échanges fiables et sécurisés, c'est du VPN, voilà, c'est pas que du VPN ou du chiffrement. C'est un ensemble de conditions techniques qui garantissent à la fois l'intégrité, la confidentialité, la traçabilité des données. Donc voilà, le DICT finalement, donc de bout en bout. Donc c'est vraiment ce qui permet c'est pour ça que je reparlais de la PSSI, etc. Donc en gros, il faut vraiment un socle réseau et de chiffrement propre, des canaux sécurisés, des segmentations de DMZ, des certificats. Je commence à parler vraiment trop technique alors que M. Abdelaziz a dit des choses tellement profondes. Voilà, des interfaces qui sont normalisées plutôt que du bricolage de fichiers. Il faut vraiment penser maintenant à moderniser. Il y a des API et des web services sécurisés plutôt que d'échanges manuels ou des fichiers CSV. Format standardisé JSON, XML. Alors surtout qu'on est en train d'aller vers l'avènement de l'IA et donc on est vraiment sur des JSON maintenant qui sont vraiment dédiés à des échanges IA avec des agents ou agents. Voilà, donc il faut vraiment moderniser son socle technologique, des contrats d'interface. Voilà, et puis côté qualité, il faut vraiment aussi contrôler la validité des référentiels. Voilà, il y a aussi toute la gestion des identités, des habilitations interorganismes, parce qu'en gros, tous les échanges qu'il peut y avoir, par exemple en France, il y a aussi ces liens entre la carte vitale, tous ces éléments-là. Donc, c'est vraiment, on est sur maintenant une gouvernance un peu plus étendue. Voilà, donc il faut vraiment une authentification forte, il faut vraiment une confiance des SSO, donc des fédérations d'identité, puis les principes toujours de moins de privilèges, toujours de la traçabilité, de la journalisation, de la protection des données elles-mêmes, donc et résilience. Voilà, on est vraiment sur vraiment c'est la modernisation du socle technique avec justement des protocoles et des référentiels bien connus et qui se modernisent. Et puis, comment Synapse avec Data Quality Tracking peut renforcer la qualité. Donc, effectivement, la solution Synapse, c'est une solution qui a été développée à l'origine. Nous, on s'est créé parce que des clients avaient des problématiques de transformation et puis ils voulaient le faire très rapidement. Et c'était des projets qui pouvaient durer 2 ans, 3 ans. Et donc, nous, on a fait le pari fou avec mon associé que les métadonnées, justement, cette maîtrise des métadonnées et du Data Lifecycle Management pouvaient vraiment aider. Donc, on est capable de versionner, même des grands groupes ne sont pas capables de le faire, des Américains. Donc, c'est versionner les glossaires, versionner les dictionnaires. On est capable dans un diagnostic de se plugger à vos systèmes et à ressortir déjà une maîtrise et une compréhension de système d'information, le découper en objets data qui vont correspondre à ces fameux objets métiers dont on parlait, et ensuite mettre toute la qualité. Donc voilà, donc vraiment on utilise aussi maintenant de plus en plus. À l'époque, imaginez, nous on avait développé des tas d'algorithmes qui est plutôt experts, et là de plus maintenant avec l'IA, on arrive à un niveau où maintenant toute la partie qu'on faisait en atelier, eh bien maintenant on arrive avec des éléments encore plus mâchés et travaillés avec le métier, ce qui permet vraiment d'accélérer. Donc là où on accélérait avant de 40% le temps projet, on est vraiment sur des projets qui s'accélèrent de plus en plus, quoi. Le linéage de bout en bout, ça peut être aussi une vue, une procédure stockée dans un système d'information, ça va être l'ETL, ça va être le reporting avec son modèle de données. Voilà, c'est vraiment le linéage, il faut l'imaginer, c'est tout ce flux d'informations et comment finalement on a cette maîtrise d'étape en étape. Et voilà, et donc nous, on a vraiment monté tout un système qui permet en un diagnostic déjà de vous donner une visibilité et de vous montrer que après c'est le principe du moindre effort. On démarre avec un cas et finalement ça va se dupliquer, s'industrialiser. Et on a une force, contrairement à nos concurrents, c'est qu'on est capable de faire des campagnes régulières. On fait ça pour des entreprises où la qualité des données peut tourner. On est averti quand il y a un champ qui a été ajouté, quand la règle a été changée. Donc, toute l'analyse d'impact va se faire de façon automatisée. Donc, c'est ça la force, parce que vos systèmes d'information ne vont pas arrêter d'évoluer. Ils sont dans un principe de variabilité, etc. Donc, nous, on l'a vécu pendant toutes ces années pour avoir aidé ces clients très contents, qui en parlent plutôt assez bien d'ailleurs. Voilà, et de leur permettre de faire du bing bang de leur dette technique. Et puis maintenant, pensez aussi, c'est génial, maintenant des IA qui développent.
Et donc, c'était étonnant. Donc, une dette technique peut vite, finalement, si on a bien architecturé l'ensemble. Hein. Attention, il y a des travers aussi. Hein. Faut pas s'imaginer qu'on va lui faire un prompt et qu'elle va faire les choses. Hein. C'est vraiment bien réfléchir en amont, designer, etc. Et là, on peut reconstruire quelque chose de propre avec une dette technique qui peut être vite faite de façon agile. Et c'est ça l'intérêt maintenant, c'est que maintenant, avec ces technologies, on peut aller vite, changer vite d'avis et repartir sur quelque chose, alors que là, quand on se lance sur des projets en cycle en V, et ça s'en finit pas, et si on veut changer d'avis, c'est fini, et donc le projet se plante. Voilà, donc c'est vraiment le data mapping, les dictionnaires, les glossaires, faut pas les voir comme un outil qui va vous permettre de faire de la qualité, c'est vraiment un outil de transformation. Et si vous le traitez par objet métier, qui est vraiment la partie finalement de l'architecture d'entreprise, l'architecture d'entreprise, c'est pouvoir se transformer. Et donc là, cette architecture data est censée aussi vous permettre de vous transformer plus rapidement. Et voilà, donc nous, on a des technologies qui permettent justement d'aider à s'y retrouver et en même temps de se transformer très rapidement. Je te remercie. En tout cas, c'est très encourageant de savoir que vous avez une bonne maîtrise de cette expertise. Et ce retour d'expérience est particulièrement intéressant. Là encore, on a entendu pas mal de best practices dans ce qu'il faut faire et ce qu'on peut améliorer à court terme pour justement avoir un SI plus cohérent, des données mieux organisées et plus fiables. Ça fait quand même, on a parlé de pas mal de sujets. Ça fait pas mal de chantiers quand on met bout à bout, on va dire, l'ensemble de ces éléments-là. Si on devait se concentrer, on va dire, sur 2-3 priorités réalistes pour 2026. Alors la question est posée bien sûr à vous deux. Lesquelles seraient-elles pour les dirigeants d'organismes mutualistes et les équipes SI, data, conformité, donc les équipes tech de l'ensemble de ces acteurs? Donc, quelles seraient de votre point de vue, on va dire, les 2-3 priorités réalistes sur lesquelles on devrait se concentrer, en attendant bien sûr un écosystème interopérable. Hein. On a compris que c'était pas pour demain, mais en tout cas, on sait combien c'est important pour justement avoir une proposition de valeur globale qui va venir servir l'ensemble des challenges, arriver au bout de l'ensemble des challenges que si Abdelaziz a présenté en introduction. Donc, j'aimerais, s'il vous plaît, avant qu'on passe aux questions, s'il y a des questions des personnes qui sont connectées, on va dire les deux, trois priorités réalistes que vous considérez l'un comme l'autre pour 2026. Je peux commencer? Oui, je commence. Je t'en prie. D'accord. Non, je voudrais avant cela insister sur un point quand même qui nous concerne, nous, qui gérons des dossiers de santé et qui gérons surtout des adhérents qui sont parfois très fragiles. C'est la nécessité dans cette transition digitale d'accompagner nos adhérents les plus fragiles. Et cet accompagnement humain doit être là avec des points d'accueil, un soutien personnalisé. Et il faut simplifier pour que les services numériques soient accessibles à tous. Nous avons une population très hétérogène et l'éducation digitale pour éviter que la transformation ne crée de nouvelles inégalités. Voilà. La digitalisation doit être inclusive, mais jamais excluante. Désolé pour cette. Alors, en ce qui concerne les priorités, si je devais, disons, suggérer des priorités, en tout cas du point de vue de la mutualité, c'est d'abord mettre la qualité des données au niveau des enjeux de la réforme sociale, avec des référentiels communs et une traçabilité complète. Ça, c'est un point extrêmement important. Ensuite, il faut investir dans des systèmes d'information qui facilitent la gestion efficace de ces données, parce que ce n'est pas toujours le cas malheureusement. Et puis, il faut renforcer l'interopérabilité pour fluidifier les parcours de soins. Ça aussi, c'est un enjeu extrêmement important. Enfin, il faut accélérer la prévention et la lutte contre la fraude via un usage éthique et responsable des data et de l'intelligence artificielle. Pour nous, le challenge collectif est de concilier conformité, performance et solidarité. Voilà les priorités auxquelles
je pense, en tant que mutualiste. Je te remercie et d'ailleurs, merci d'avoir rappelé, et c'est vrai également, hein, la techno de manière générale, elle doit être inclusive et pas exclusive. Ça c'est clé. Et donc, la transformation doit être bottom-up, c'est-à-dire qu'on doit être au plus près de la réalité des enjeux du terrain, pays par pays. Chaque pays a ses particularités. Et donc, c'est important de prendre cela en compte pour laisser personne sur le côté. Il faut plutôt réfléchir à comment on va toucher ceux aujourd'hui qui ne sont pas du tout embarqués dans tout ce système. Les autres suivront, hein, ceux qui sont déjà embarqués, et ça sera que de l'amélioration de toute façon. Mais le challenge, c'est d'aller toucher les populations qui sont exclues aujourd'hui de fait de ces systèmes de santé. C'est comment on va les capter. Je ne sais pas quels sont les taux hein, on va dire de personnes qui ont des couvertures de soins au Maroc et qui sont couvertes par des systèmes mutualisés. Si on parle juste des systèmes de soins et mutualité, est-ce que tout le monde est couvert? Est-ce qu'il y a des populations à aller adresser davantage? C'est Abdelaziz, mais effectivement, ce point-là est particulièrement important et je te remercie de l'avoir rappelé. Tu voulais que je réponde sur le... Si tu peux, oui. On est sur la fin, donc après je passe la parole à Jawad. Les mutuelles ont des adhérents, donc ils couvrent l'ensemble de leurs adhérents. C'est une question sur le plan national. Là, la couverture médicale, il y a une obligation maintenant de l'assurance maladie obligatoire qui a fait du chemin. On est en train d'aller vers une généralisation de la protection sociale de manière générale et de la couverture maladie en particulier. Et nous sommes sur le bon chemin, mais on a encore du travail à faire pour que tout le monde puisse bénéficier de la couverture médicale. Voilà. Exactement. Je te remercie. D'ailleurs, on sait que la CNSS également a engagé énormément de chantiers. Et oui. Donc, c'est au cœur de cette transformation. Et je te remercie également. Tu as raison. Hein, je pense que les 3 points importants, qualité des données, amélioration du SI et interopérabilité. C'est vrai que, de mon point de vue, et ça n'engage que moi, engager un projet d'interopérabilité devrait de fait imposer ou embarquer des chantiers d'amélioration des données et puis de modernisation des SI, parce que je suis sûr qu'il doit y avoir encore pas mal de legacy et des choses, malgré tout ce qu'a décrit Jawad, je suis sûr qu'avec toutes les meilleures technos et méthodes qu'on a, il y a peut-être des SI aujourd'hui qui ne facilite pas en tout cas ce passage que l'on souhaite. Jawahar, de ton côté, ce serait quoi on va dire les 2 ou 3 challenges majeurs que tu vois? Alors, si vraiment si on doit être réaliste en 2026, ça qui arrive très bien, et ça qui arrive très très vite. Je dirais que les priorités ne sont pas d'avoir 20 projets IA et data IA, hein, mais de réussir au moins 2-3 chantiers structurants bien faits. Voilà, c'est vraiment le conseil que je donnerais. Donc, pour les dirigeants d'organismes mutualistes, c'est vraiment mettre les données au cœur du projet mutualiste, pas seulement du SI. Donc, je rejoins Monsieur Abdelaziz. Donc, c'est clarifier une stratégie data IA qui sert clairement la solidarité, la prévention santé, la qualité de services adhérents et puis la soutenabilité économique de l'organisme. Traduire ça en quelques cas d'usage prioritaire, hein, pas 15. Voilà, donc c'est pas possible de les mener. On n'a pas les ressources. En général, il n'y a pas les ressources disponibles. Hein. Donc réduction des délais de remboursement, meilleur suivi des parcours de soins, détection précoce des situations à risque, donc précarité, renoncement aux soins. Et puis installer une vraie gouvernance data IA sponsorisée par le top management, c'est important. Hein. On a besoin effectivement, si c'est pas sponsorisé, ça peut pas marcher. Nommer un référent data IA clairement identifié, même si ce n'est pas encore un CDO full time. Mettre en place un comité data IA direction générale, donc métier SI conformité, qui priorise les cas d'usage, arbitre les risques, suit les indicateurs de qualité et conformité. Investir dans l'acculturation et le changement, parce que l'IA, la data, toute cette transformation fait peur, donc il faut vraiment former le management et les équipes. Et parce que derrière, c'est l'affaire de tous aussi, il faut casser les silos. Alors, il faut vraiment que les former à ce qu'est la gouvernance de données, ce que l'IA peut faire vraiment et ne pas faire.
dans un contexte mutualiste, parce qu'on lui donne quand même des trucs un peu magiques, mais elle ne sait pas tout faire. Poser un discours clair. L'IA n'est pas là pour remplacer les équipes, c'est surtout ça, hein, mais pour les aider à mieux servir les adhérents en sécurité et en conformité. Et puis pour les équipes SI et data et conformité, poser un socle minimal de gouvernance de données. Donc en 2026, l'objectif réaliste, ce n'est pas un méga programme, c'est un inventaire des grands domaines, comme je le disais, de données. Je ne répéterai pas, les adhérents, les contrats, les dictionnaires de données de base, hein, voilà, avec la définition, comme je disais, propriétaire, une classification. C'est CNDP, DG, SSI, quelques règles de qualité prioritaire, et c'est typiquement ce qu'on peut accélérer donc avec notre solution, hein, donc profilage, etc. Industrialiser la traçabilité et les preuves d'audit, hein, je passe également, et préparer l'IA de manière progressive et responsable. Il faut, ça arrive, c'est là, la data aussi, mais voilà, il faut vraiment sécuriser les corpus documentaires gouvernés, il faut mettre en place 1 ou 2 cas d'usage IA copilote, à faible risque. Les assistants pour les gestionnaires, le meilleur ROI, il faut le savoir, c'est ça. Donc, si vous voulez ce qui marche le mieux actuellement dans les mutuelles, hein. L'aide à la rédaction de réponses adhérents, les moteurs de recherche intelligents sur les textes de garantie et définir un cadre d'usage IA. Quels outils sont autorisés? Quel type de données peut-on ou ne peut pas être utilisé? Et comment journaliser les interactions et garder l'humain dans la boucle? C'est vraiment ça. Voilà, conclusion, si on devait faire quelque chose en 2026, c'est suivre un petit peu ce fil conducteur. Je te remercie. Écoute, oui, je suis parfaitement aligné avec tout ce que tu viens d'évoquer. Et c'est vrai qu'en gardant l'humain au cœur de cette mutation, de cette transformation, hein, encore une fois, l'IA n'est pas censée tout remplacer. Ça doit rester un outil d'aide à la décision, un outil qui doit améliorer une situation. Mais la décision, comme vous l'évoquiez, revient aux humains, donc à pouvoir valider l'ensemble de ces choses qui sont proposées. Et un élément qui me paraît également important, c'est préparer justement cette révolution. Donc, on va pas, pour ne pas la subir, il y a un certain nombre de préalables, de chantiers, comme tu l'as évoqué, qu'on peut engager. 2026, effectivement, c'est demain. Il y a déjà se préparer en matière de gouvernance, d'organisation, de moyens, déjà d'audit, hein, de la situation SI de laquelle on part, donc mettre en place peut-être un schéma directeur, voir d'où on part, et se fixer des objectifs réalistes à court terme qui soient pilotés, soit on a les moyens de le faire en interne, soit on se fait accompagner par des cabinets comme Sysnaps, hein, justement, ou autres. Et donc, voilà, c'est déjà préparé. Ne pas attendre que ça devienne, comment dire, une obligation, parce que c'est là où ça va devenir très compliqué. Hein. Tu parlais tout à l'heure de ROI, là, ça risque de faire un peu mal. Donc, il y a un certain nombre de chantiers qui coûtent pas très cher, justement, pour se préparer au mieux à ce virage, parce que je pense que c'est qu'une question de temps avant que l'écosystème, en tout cas les régulateurs, que ça vienne des régulateurs ou du marché qui va à un moment donné l'imposer, c'est de transformer son SI, c'est de l'améliorer, et puis l'IA va s'imposer à un moment donné à nous, c'est-à-dire que on devra l'intégrer d'une manière ou d'une autre sur l'ensemble des cas d'usage que nous avons évoqués. Mais si on ne veut pas subir cette mutation, il y a tellement de chantiers que vous avez suggérés, tant au niveau organisationnel que technologique, qui peuvent être menés dès maintenant. Donc, je pense qu'on a eu l'occasion d'aborder pas mal de sujets. Je vérifie dans le feed si toutefois il y a des questions. J'ai pas vu passer de questions. C'est que ça a été très riche et très clair. Donc, je vais attendre quelques secondes pour voir s'il y a des questions. En attendant, si tu permets, à dire, c'est que je voulais juste donner une information. On parlait de gouvernance, on parlait de tous ces projets. Et il se trouve que ce matin, on avait un atelier de réflexion sur le devenir de la mutualité au Maroc, organisé par la CAPS et par le ministère de la Santé et de la Protection sociale. Et il était question justement de stratégie. Donc, il était question de tous ces sujets dont nous parlions à l'instant. Et je peux dire que du côté, c'est la première fois qu'une autorité gouvernementale consulte toutes les mutuelles et nous a présenté les premiers résultats d'une étude faite par
par des consultants. Et je peux dire que il y a énormément de choses à appliquer, et notamment en ce qui concerne la gouvernance globale de manière générale, mais aussi la gouvernance interne qui englobe justement le sujet dont nous avons discuté à l'instant. Voilà. C'est juste une information fraîche. Je te remercie. Et d'ailleurs, pour rester sur les informations fraîches, je crois qu'on peut parler de vos actualités respectives. Il me semble qu'il y a un événement prochainement à Casablanca, c'est Abdelaziz. Tout à fait, oui. Oui, la mutuelle, la CNIL, organise annuellement une journée santé au travail. Donc, nous avons traité de tous les sujets. Et parmi les sujets que nous avons traités, c'est l'intelligence artificielle en santé. Et justement, la prochaine journée aura lieu le 3 décembre. Et il sera encore question de l'IA et de ce que l'IA peut apporter à la santé au travail. Et nous l'avons intitulé l'intelligence des données et une santé globale, l'alliance pour la performance et le bien-être au travail. Voilà, ça c'est l'intitulé de la journée qui regroupe des experts marocains et étrangers avec des entreprises de tous bords, nos entreprises adhérentes, mais pas seulement, toutes les entreprises qui s'intéressent à la santé au travail et qui considèrent la santé au travail comme étant un levier de performance au sein de leurs entreprises. Ils participent. Voilà. Donc, les nouvelles technologies avec tout ce qu'elles peuvent apporter, notamment l'intelligence des données, etc., seront traités lors de cette journée. Voilà. Je te remercie, mais en tout cas, le rendez-vous est pris. De ton côté, Jawahar, je ne sais pas si vous avez des sujets d'actualité, des nouveautés autour de Sysnaps que tu souhaiterais partager en attendant que voir s'il y a des questions. C'est le moment. Tu parlais tout à l'heure de pays qui ont, là justement, je suis en Tunisie, là, il y a des pays effectivement dont la Banque centrale a imposé finalement aux banques d'avoir un Chief Data Officer ou assimilé et d'accélérer leur mise en conformité, en sécurité et surtout effectivement en lineage et par rapport à des normes. Donc voilà. Et donc là, ils leur ont donné mais vraiment un laps de temps très très court pour fournir une feuille de route. Alors comme tu le disais tout à l'heure, à un moment donné, ça peut venir très vite parce qu'il y a vraiment, on est dans un monde en multicrise actuellement. Et ceux qui vont soutenir finalement un monde malheureusement qui ça va pas en s'arrangeant, on va dire, ce seront donc les banques et les assurances et les mutuelles. Donc il faut qu'elles soient solides. Donc voilà, et je pense que tout ce qu'on a pu dire, et j'ai pris mon petit marteau, etc. Je pense que c'est pas un luxe, c'est pas pour de l'IA. Il faut déjà assurer la solidité d'organismes qui vont tenir demain un monde effectivement qui a besoin d'eux justement sur tous les aspects humains et voilà. Donc je peux que pousser dans le fait effectivement que maîtriser vos données parce qu'on est piloté par la donnée. Le monde est vraiment maintenant dans les villes intelligentes. Si vous savez le nombre de données actuellement, ça crée une vraie problématique. Elle était déjà un problème énergétique. Maintenant, s'ajoute l'IA. Alors voilà, imaginez, demain c'est notre monde. Voilà, donc ils vont peut-être trouver des solutions. Je pense qu'en termes technosoluistes, qu'on a un modèle économique qu'on veut vendre, ils trouveront des solutions. Mais voilà, donc c'est vraiment 2026. C'est un chantier, il faut y aller parce que si après derrière on est trop en retard, ça va devenir très compliqué. C'est une très bonne chose et là, c'est une bonne chose qu'en Tunisie il l'impose. Parfois, malheureusement, il faut que ça vienne d'en haut pour accélérer ce type de projet. Mais en tout cas, ça peut être intéressant, en tout cas pour ceux qui nous écoutent, d'avoir, on va dire, quelle que soit la typologie d'activité. Donc, c'est d'autant plus vrai dans le secteur assurantiel et bancaire. C'est souvent ceux qui sont les plus attaqués ou les plus vulnérables dans le monde que tu étais en train d'évoquer. Donc oui, mettre en place une organisation de gouvernance, quelle que soit la nature d'activité, dès lors qu'il y a un système d'information de la donnée, je pense qu'un Chief Data Officer, à partir d'une certaine taille critique d'entreprise, ça devient, on va dire, un must.
Donc, cette personne-là va porter justement toute la stratégie, l'organisation, comment se protéger, comment se transformer, comment faire évoluer le modèle, et puis comment se préparer à toutes ces mutations, qu'elles soient d'ordre réglementaire, ou aussi améliorer la qualité des services qu'on va proposer à l'ensemble des adhérents, comment être plus inclusif, comment être plus social, parce que la finalité, c'est ça. Donc, on veut se protéger, on va avoir un ensemble qui soit conforme, homogène, efficace et robuste, mais la finalité, c'est toujours d'améliorer la qualité des services que l'on propose. Donc, on n'a pas de questions, les amis, donc on va pouvoir, je pense, conclure. En tout cas, merci infiniment pour l'ensemble de ces échanges riches et croisés. Donc, on a pu montrer que la donnée n'était pas seulement une obligation réglementaire, elle peut le devenir, hein. Ça peut être, comme tu viens de l'évoquer, une approche drivée par les politiques ou des volontés institutionnelles, mais c'est surtout un actif stratégique, un levier de performance et un instrument essentiel de solidarité. On a parlé beaucoup de solidarité et d'humain, de prévention et de confiance au service des adhérents. Donc, merci à tous les deux pour la qualité de vos contributions. Merci à nos partenaires CMIM et Sysnaps. Merci à la CAX, en tout cas, et merci à l'ensemble des personnes qui ont suivi ce webinaire, qui a duré quasiment 1h20 et qui est donc enregistré. Donc, pour les personnes qui n'auront pas pu se connecter, vont pouvoir avoir le replay. Donc, très bonne fin de journée. Bon séjour à Tunis, Jawael, puis à très bientôt, c'est Abdelaziz à Casablanca. Bientôt. Merci à toi. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. The webinar has ended. Thank you for joining. Goodbye.